Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Maroua. Paille, t-shirt, casquette, écharpe, des hauts dignitaires de la République, si on peut les appeler ainsi. Car il s'agissait pas moins que le président de l'Assemblée nationale, l'actuel ministre de la Santé, le défunt ministre chargé des relations avec le monde islamique et leurs compagnes. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature, s'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de décider le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Du RDPC, c'était lui donner du MRC, le mandataire du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant, ça peut aller. Maintenant, ça peut ne pas aller. Ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu Tout-Puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur le leadership d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va lui dire que c'est déjà mon enfant.
Mais si on laisse ça passer, mais il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Hein. Si on laisse cette affaire passer là, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant, après vous dites que non, c'est moi, je suis devenu le père de l'enfant. Non, ça ne peut pas. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. J'ai du mal à comprendre souvent dans le RDPC. Ils sont tellement sûrs d'eux. Ils sont convaincus que c'est le seul véritable parti normalement constitué sur l'ensemble du Cameroun, y compris au plus profond de ses entrailles. Mais pourtant, les règles élémentaires du jeu démocratique, mais peut-être qu'on va y venir tout à l'heure, ils sont les premiers à les fouler au pécan. Si vous êtes vraiment si sûr que ça de vous, pourquoi vous n'ouvrez pas le jeu? Pourquoi vous prenez tout pour vous? Et les CAM, le système dispositif et autres sont uniquement, appartiennent uniquement au pouvoir public. Et vous avez remarqué d'ailleurs que les CAM a été convoqué dernièrement, les responsables, par le ministre de l'administration territoriale, dans un pays normal. Bien. Donc, c'est pour vous dire qu'au plan politique, je ne comprends pas cette schizophrénie du RDPC et des pouvoirs publics d'une façon globale, qui d'une part proclame une chose, mais qui dans la réalité fait totalement le contraire de ce qu'ils nous disent. Maurice Kamto, je pense au jour où nous sommes, ne s'est jamais présenté comme étant quelqu'un d'indigne. Il offre sur tous les plans des éléments qui peuvent lui permettre de postuler comme n'importe quel Camerounais à la magistrature suprême. Est-ce qu'il n'est pas quand même immoral pour le professeur Kamto de chercher l'investiture chez des gens qui ont été élus après avoir craché sur l'élection municipale et législative? Parce que moi, je pose des questions vraiment de manière neutre. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que l'élection, vous tendez la main. L'histoire tendait la main au professeur Maurice Kamto. Il a dit non. Aujourd'hui, même le parti qui investirait le professeur Maurice Kamto, est-ce qu'il y a quand même une question de morale là-dedans? Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles j'ai souvent eu grand plaisir à répondre favorablement à vos invitations, ça a souvent été votre objectivité. Si on veut parler de choses morales, l'actuel président de la République, on pourrait aussi se poser la question au plan moral de savoir s'il peut se présenter raisonnablement, à la fois sur ce qui peut être son passé, j'allais dire un peu son passif même, et également ses capacités à aller au-delà, sa façon de faire habituelle ou au-delà de l'élection. Le lendemain de l'élection, il transfère entièrement l'intégralité du pouvoir à d'autres personnes qui le gèrent pour lui. Je pense que toutes ces questions... La question est relative au Maurice Kamto. Peut-être que vous poserez la question sur Paul Biya. Non, c'est ça que je dis que si on veut poser la question morale, si on doit éliminer des candidats, si on devait éliminer des candidats sur des bases morales, il n'en resterait pas beaucoup. Moi, je voudrais donc parler de ça. Et moi, je pense que le pouvoir a effectivement peur. Et parce que l'ensemble des éléments que vous avez indiqués sont tout à fait vrais. Vous avez oublié de dire un point particulier, c'est que, y compris dans le RDPC, personne ne peut savoir d'ailleurs quel va être le vote des propres militants RDPC.
quand on parle de la question de la légitimité du président Biya, il y en a qui se posent aussi cette question au niveau simplement de est-ce que le président Biya, parce que ça a été inscrit au frontispice de je ne sais pas quoi, de leur maison, la maison du parti, qu'il était le candidat naturel, il y a un processus pour adouber, et vous en avez beaucoup. Je vous parle comme avocat, c'est-à-dire amené à rencontrer souvent un certain nombre de personnes. Donc vous ne pouvez pas garantir que vous allez avoir l'ensemble, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui sont incorruptibles de façon définitive, comme M. Ayomba, qui vont aller voter, mais vous ne pouvez pas garantir que l'ensemble de vos militants RDPC vont aller voter pour le président actuel quand vous les écoutez. Ils se posent des questions, eux aussi. Ce sont des Camerounais, ils ont envie d'un Cameroun qui soit... Mais c'est la raison pour laquelle ils ont véritablement peur, et que vous voyez que le ministre Atanganji cherche par tous les moyens à contrecarrer, quand ce n'est pas les adversaires politiques, c'est des associations comme le REDAC et autres, etc., qui sont en mesure de contrarier les desseins parce que ça ne va pas de soi. Bien. Et Maurice Kamto fait partie justement des personnes qui leur font peur. Parce que n'oublions pas une chose, monsieur Romain. L'élection présidentielle, c'est à la fois deux choses. Vous avez ce que nous voyons, qui est le fait d'avoir un candidat, mais vous avez aussi la face visible de l'iceberg, qui est qu'une élection présidentielle est la possibilité pour quelqu'un de peser plus tard sur le sort, le destin politique d'un pays. Or, on sait que, par ce qu'il représente, si on venait, même s'il venait à perdre l'élection pour différentes raisons que nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer ici, parce que on n'y reviendra pas, ils auront en face d'eux quelqu'un qui va forcément les amener à renverser la table. C'est la raison pour laquelle on a peur de Maurice Kamto. Et là-dessus, je vais terminer. Je sais que vous êtes pressé. Je vais juste dire... Non, allez-y. Deux petites choses sur ce que les autres ont dit auparavant. Franchement, je ne pense, Maurice Kamto n'est pas un ami. Je l'ai côtoyé uniquement à l'occasion du débat au Conseil constitutionnel. Je peux vous dire que j'étais derrière lui, juste derrière lui, quand il prononce, ce n'est même pas une seule phrase qu'il prononce, il en dit deux. Quand il commence en disant « Je suis né à tel endroit, je suis né à Bafoussam ». Oh Bafoussam, je vous assure que je suis derrière lui, je tremble, je transpire. Je peux vous dire aujourd'hui, pour l'avoir connu, et c'est pour ça que moi je dis, je n'appelle pas la mort du pécheur. Maurice Kamto n'a pas eu, il a peut-être eu, pendant les 25 ou 35 minutes de son discours, quelques secondes où je pense qu'il s'était perdu. Je ne suis pas sûr que s'il devait refaire son discours aujourd'hui, il reprendrait exactement les mêmes accents, je ne pense pas. Nous qui avons la chance de le connaître au plan scientifique ailleurs à l'université, je pense que si on veut être juste avec lui, on peut aussi le restituer dans son droit. À aucun moment de son parcours scientifique, je vous dis à aucun moment de son parcours scientifique, on a eu à le prendre à défaut de communautarisme ou de tribalisme. À aucun moment de son parcours comme ministre, on n'a jamais eu l'occasion. Il a été doyen connu, apprécié et aimé. Donc, je voulais qu'on fasse attention, qu'on ne ramène pas les gens là, si je porte là désormais ma toge d'avocat. Je voulais qu'on fasse attention et qu'on ne ramène pas un individu, toute la vie d'un individu, à uniquement quelques secondes. Voilà, oui, tout à fait. Kamto, je pense, n'est pas, je peux vous le dire, vous regardez même la composition de son parti politique, dont je pense qu'il doit être le seul originaire de l'Ouest. Je n'ai pas l'ensemble des listes. Non. Il faut bien revoir. Pas du tout. Ok. Bon. Mais je voulais, vous gardez le micro pour, oui. Je voulais vous poser une question. Est-ce que cette déclaration du professeur Kamto à l'instant T, parce que une déclaration est fille du temps et du lieu. À cet instant, au Conseil constitutionnel, il a déjà été, pendant pratiquement une semaine, il a subi les pressions, tout ça. Est-ce qu'il n'était pas exacerbé? Est-ce que ce n'est pas une déclaration à rebours de tout ce qu'il a vécu pendant cette période-là? Je pense que ce que vous dites est vrai. Je ne triche pas avec ce genre de choses-là. Quand on se lève le matin pour aller rencontrer nos compatriotes avec lesquels on discute par l'intermédiaire il faut toujours qu'on essaie de leur dire la vérité. Ça peut être effectivement le fruit de l'accumulation de beaucoup d'autres choses auparavant. Et il ne pouvait pas comprendre que son propos peut-être être un propos de circonstance pour donner un grand coup de pied dans la terre-métier, parce que je crois que c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait vraiment marquer le coup. Malheureusement, ça a libéré des énergies mauvaises de gens qui, eux, n'ont pas la même retenue que celle qu'il enseigne, par ailleurs, dans les amphis, parce que je peux vous le dire, pour connaître beaucoup de personnes de lui et connaissance, Kamto n'a rien d'un tribaliste, oui, et d'un... Il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué
au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces 3 fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a tripatouillé le texte sur le code pénal. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétence. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arrachée par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 vous créez le MRC. Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison, est-ce que c'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire? Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des démissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites.